Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale parce que je vais parler de moi, je vais parler un peu de mon histoire. Je vais parler des raisons de mon échec en Afrique car j'ai beaucoup investi en Afrique et j'ai accumulé beaucoup de pertes. Alors j'aimerais partager ça avec vous, avec toi qui me suis. Déjà, je te remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, ici je parle d'investissement immobilier et d'intelligence financière. Alors si ces deux thèmes t'intéressent, tu n'as que deux choses à faire. Abonner ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque une nouvelle vidéo est en ligne. J'ai également besoin de tes commentaires. Et si ce n'est pas trop te demander, envoie-moi un like. Alors je te parlerai dans cette vidéo de mon histoire et des raisons de mon échec en Afrique. Juste après l'intro. Alors, je viens en Allemagne pour mes études en 2008, où j'étudie jusqu'en 2012, où je finis mes études avec de très bonnes notes. Par la suite, quelques mois plus tard, je trouve un très bon job où je commence en tant qu'expert en simulation dans le domaine du génie mécanique. Alors, après 6 mois de période d'essai, j'obtiens donc un contrat indéterminé. Alors j'ai donc toutes les conditions pour être solvable auprès de la banque. Alors étant donné que je suis passionné par l'entrepreneuriat, par l'investissement, très vite je veux me lancer dans l'investissement. Et comme en Allemagne, je n'ai pas encore assez de connexions pour pouvoir investir, je n'ai pas assez d'informations, je ne fais pas, à ce moment, je ne me fais pas encore confiance, il y a un peu de peur. Je préfère donc commencer dans un endroit que je maîtrise, dans un endroit où j'ai grandi. Je me lance donc, je me prépare donc pour investir au Cameroun. Alors, puisque j'ai une solvabilité, j'ai un bon contrat de travail, alors je décide donc de prendre un crédit de consommation à la banque de 15 000 euros. Alors, ce crédit, je devais le rembourser, je crois, pour 84 mois. C'est quoi? C'est 7 ans, si j'ai bonne mémoire. Alors, quels sont les motifs du crédit? Bon, dans ma planification, c'était pour acheter un terrain dans la ville de Douala, puisque, bon, avec l'influence des amis, de la famille, voilà, tu as déjà un boulot, tu as déjà une épouse, ce sera bien d'avoir au moins une parcelle de terre quelque part dans ton pays, c'est bien d'avoir ta petite maison déjà quelque part et tout, une maison dans laquelle tu ne vas même pas vivre directement. Quelle bêtise. Mais bon, passons. Le motif de mon crédit, donc, c'est l'achat d'un terrain dans la ville de Douala. Et en plus de ça, c'était pas seulement pour l'achat de ce terrain, c'était également pour investir dans l'agriculture puisque j'ai toujours aimé l'agriculture. Voilà. Je me lance donc, je prépare dans mon voyage, je m'en vais au Cameroun, où j'achète le terrain de 600 mètres carrés, un terrain de 600 mètres carrés. L'achat se déroule très bien. Sauf que les papiers, je vais les obtenir après 2 ans de bataille. Il a fallu que j'aille au Cameroun plus de 3 fois pour les mêmes papiers du même terrain, et finalement, j'ai eu gain de cause. J'ai obtenu les papiers du terrain. Lorsque j'achète le terrain, après avoir pris le crédit de 15 000 euros, lorsque j'achète le terrain, puisque je vais également investir dans l'agriculture, je visite donc plusieurs sites où je vais démarrer mon agriculture. Alors pendant les visites, j'entretiens certains dialogues, certaines conversations avec certains experts, certaines personnes qui s'y connaissent dans l'agriculture. Et je me rends compte très vite que pour me lancer dans un tel domaine qui est un peu délicat, j'ai besoin de connaissances. Et à ce moment, je n'avais pas de connaissances.
Je viens tout juste de sortir de l'université où j'avais mon domaine bien précis. Alors j'ai besoin d'une formation. Qu'est-ce que je fais? Je décide donc de rentrer en Europe pour me former en agriculture. Voilà. Et là c'est la première erreur. Je m'avais me former en Europe, une formation qui n'est pas adaptée aux réalités du Cameroun. Bien que la formation soit effectuée par un Camerounais dont je vais taire le nom. Le plus important, c'est que j'ai été formé. Étant ignorant, voilà, je n'arrive pas à me rendre compte à ce moment-là que ma formation n'est pas adaptée aux réalités du Cameroun. Mais voilà, je fais cette formation qui n'était pas gratuite. Et voilà, j'ai quand même le nécessaire, j'ai la documentation pour me lancer. Dans ma planification, dans mon business plan, il était question, j'avais visé quelques cultures, notamment les pommes de terre, le haricot, la pastèque. Ma stratégie dès le départ, c'était une stratégie du champ à l'assiette, c'est-à-dire que j'avais l'intention, mon objectif était de produire les pommes, du haricot, et la pastèque, c'était en fait pour faire des jus. Et bien après, bien après, je voulais me lancer dans l'élevage. Ensuite, me faire une restauration parce que je voulais avoir mes produits de l'agriculture. Parce qu'après, les pommes de terre et l'haricot devaient venir d'autres produits comme par exemple du maïs, un peu de tout. Si bien que avec mon restaurant, je n'aurais pas besoin d'aller acheter par exemple les cultures ailleurs pour pouvoir. En fait, je voulais maîtriser toute ma chaîne. Donc, mon objectif, c'était du champ à l'assiette. C'était ça mon plan. Nous sommes donc en 2014. Je me lance dans l'agriculture au Cameroun avec un capital de 5 000 euros. Et j'ai un capital de 5 000 euros. Pour moi, je trouvais ces 5 000 euros une somme assez élevée. Je me suis dit que non, avec 5 000 euros, je peux beaucoup faire, mais je me suis beaucoup trompé. Au départ, j'ai 4 employés. J'ai un expert agronome, j'ai 2 employés tout terrain et j'ai un gestionnaire. Ça fait 4 employés. Deuxième erreur. Ça, c'est la deuxième erreur. Le nombre d'employés était trop élevé pour un début, pour une activité que tu viens de commencer. Quand tu as beaucoup d'employés, ce n'est pas bon. Généralement, quand tu commences une activité, tu dois être le seul employé. C'est maintenant au fur et à mesure que l'activité grandit que tu peux maintenant décider de prendre plusieurs employés. Mais dès le départ, j'avais déjà 4 employés. N'est-ce pas? Et comment j'ai fait pour obtenir les 5 000 euros? J'avais déjà pris 15 000 euros. Je suis encore allé auprès de la banque. Parce que je me suis rendu compte très vite que l'argent que j'avais ne devait pas suffire. Je m'en vais donc prendre un crédit bancaire encore, où le taux s'élève à 8%. Troisième erreur, je prends un crédit bancaire pour une activité que je ne maîtrise pas encore. Et le taux de 8% est trop élevé. Parce que si déjà les taux d'intérêt s'élèvent à 8%, il y a aussi le taux de remboursement. Je ne sais pas combien ça va s'élever, mais de toutes les façons, le montant est tellement élevé que même si je planifie une marge de 20% dans mon activité et que je dois encore payer les autres charges, par exemple comme les employés, les déplacements, le loyer, les impôts et le reste, avec 20% de marge et 8% va déjà pour les intérêts, rien ne reste. Donc du coup, ça c'est une autre erreur. Je me lance dans une activité où les taux d'intérêt sont élevés, où je ne maîtrise pas encore l'activité. Ça c'est ma troisième erreur. Voilà. Le capital de 5 000 euros que je vais investir, que je vais mettre dans mon investissement, me permet de trouver un site quelque part en location pour mes cultures. Ça me permet également de préparer le sol, d'apprêter mes cultures, la semence, les engrais, les fuyantes et tout le reste. N'est-ce pas? Tous ces produits avec les pesticides et tout, j'achète ces produits également avec l'orientation, avec les conseils de l'expert agronome que j'ai embauché. N'est-ce pas? Une autre partie maintenant du capital me permet donc pour les autres appareils comme les pompes, les tuyaux pour l'arrosage des plantes et tout. C'est vrai que le site que j'avais loué n'était pas loin d'un cours d'eau, donc c'est un peu plus facile pour l'arrosage puisque les pompes c'est une culture qui nécessite beaucoup d'eau. Donc il faut beaucoup arroser. Pastèque, même chose. Donc du coup j'ai pris ce site, j'ai loué ce site dans une zone où il y avait bien de l'eau. De toutes les façons, j'étais accompagné par un expert agronome qui ne me coûtait pas moins cher. Ma stratégie de départ était de faire 4 productions par an. C'est-à-dire produire au champ. Et je précise encore, le champ était à l'ouest. Donc, ma stratégie était de faire 4 productions par an, c'est-à-dire produire au champ à l'ouest, stocker
dans un magasin dans la ville de Douala pour la distribution et la commercialisation. Pour un début, il n'était pas question de faire directement le restaurant, la restauration. Il était d'abord question d'entrer en contact avec la clientèle, c'est-à-dire que dès que les produits sortent du champ, je distribue déjà et je commercialise sans problème. Comme je dit tantôt, ma stratégie de départ était de faire 4 productions par an. 4 productions veut dire si je veux être présent moi-même, je dois faire 4 voyages par an. Je ne vis pas au Cameroun. Là où je vis, je suis obligé de faire un long voyage. Pour être là 4 fois, si je dois contrôler toutes mes productions. Ne pouvant que faire 2 voyages par an, et je fais 4 productions, je ne pouvais que contrôler 2 productions par an. Et les 2 autres productions, je suis obligé de faire confiance à mon chef de production. C'est la 4e erreur. Confier le fonctionnement de ton entreprise nouvellement ouverte à un individu, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Et même si tu parviens à confier cela, ça veut dire que tu perds le contrôle de toute ta chaîne, toute la chaîne de ton activité. C'est-à-dire que tous les compartiments de la chaîne de ton activité, tu ne maîtrises pas. Alors, c'était donc ma 5e erreur. Si tu as une activité au Cameroun, en Afrique, et que tu ne peux pas être au four et au moulin, alors ne te lance pas. Dans la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'était une erreur de ne pas contrôler tous les compartiments de ma chaîne de production. Et encore une 6e erreur. Je me lance dans cette activité sans faire une analyse froide du marché, sans faire une analyse solide du marché, sans faire un sondage, sans connaître ma clientèle, sans faire un espionnage économique, ce que je conseille vivement. Ça te permet d'interroger la faisabilité d'un tel projet. Parce que si tu fais une étude du marché, tu fais une analyse solide du marché, tu fais un sondage, tu verras très vite que ce n'est pas possible d'implémenter un tel projet. C'était dans ma 6e erreur. Je me suis lancé, comme on dit souvent au quartier, wassa wassa. C'était une erreur fatale. Bon, malgré ça, je force, je me lance donc dans le projet, je commence mon activité sans problème. En début 2015, où je fais ma première production, j'ai mes premiers résultats. Des pommes sortent, du haricot, des pastèques, je fais des photos, des vidéos, je suis très content. Finalement, ça a donné quelque chose. Car mes terres sont fertiles. Sur cette terre n'avait pas vu de culture depuis 18 ans, avant que je ne me mette les cultures sur la terre était tellement fertile et les produits qui sortaient étaient tellement bien, si bien que j'étais tellement motivé. Voilà, les terres sont fertiles, très bonne production et tout est prêt pour la récolte. Je suis moi-même là, je suis très content, comment dire ça, il y a de l'enthousiasme. Le véritable problème, c'est que le champ est situé à 350 km du magasin. Donc, pour pouvoir distribuer la marchandise, mes productions, je dois me déplacer 350 km. Ça, c'est ma 7e erreur. Alors, je fais le déplacement, la distribution et la conservation, je n'avais pas tenu compte dans mon business plan. Parce qu'il peut arriver qu'après la production, que les ventes stagnent. Ce sont les pommes. Les pommes pourrissent également vite. Il peut arriver que les ventes stagnent. Alors, je dois avoir une stratégie de conservation ou une stratégie rapide de distribution. Or, je n'avais pas tenu compte de tout ça dans mon business plan. Ça, c'était ma 7e erreur. Alors, 20% de ma production sera dépensé pour les frais de transport. C'est-à-dire du champ au magasin, je devais dépenser 20% de ma production pour payer le transport de mes cultures jusqu'à la ville de Douala, où j'avais mon magasin. Ça, c'est ma 8e erreur. Je me lance dans l'agriculture sans avoir un moyen de transport pour mes cultures. Les routes en Afrique ne sont pas les plus bonnes. Je ne vais pas dire qu'elles sont très mauvaises, mais j'essaie un peu d'être gentil. Parce que je ne veux pas heurter les sensibilités. Je dis juste que les routes en Afrique ne sont pas les plus bonnes. Alors, lorsque tu te lances dans l'agriculture, dans un domaine aussi délicat, alors il faut déjà avoir un moyen de transport sûr, n'est-ce pas? 20% de la production de ma production sera dépensée pour le transport. 20% de la production est pourrie parce que ça traîne sur le marché.
Je n'ai pas une bonne stratégie de conservation. Voilà ma neuvième erreur. Aucune stratégie de conservation. Voilà. Nous avons, je disais tantôt, 20% de la production a été dépensé pour le transport. 20% de la production a été perdu parce que les produits ont pourri. Alors il ne reste que 60%. Bon, si j'ai planifié une marge de 20%, ça veut dire qu'il ne reste que 80%. Donc ça veut dire que quoi? Lors de ma première production, je fais une perte de 20%. C'est ce que ça signifie. Bon, puisque je fais une perte de 20%, j'ai besoin de continuer l'activité. Qu'est-ce que je fais? J'ai une bonne solvabilité en Allemagne. Alors si je veux conserver l'activité, si je veux relancer la production, mon capital a déjà été diminué de 20%, il ne me reste que 80% des 100% que j'ai investi dès le départ. Alors je décide donc de conserver mon équipe. Nous avons déjà des automatismes, on sait à peu près, on connaît à peu près comment ça fonctionne, comment ça se passe, je maîtrise déjà un peu la situation. Je décide encore d'aller vers la banque où je prends encore un autre crédit bancaire, un deuxième crédit bancaire, pour pouvoir combler ce vide. Voilà, la deuxième production est réussie, nous avons déjà une très bonne stratégie. Le problème, c'est que nous sommes confrontés face à plusieurs situations. Non? Le transport, nous n'avons pas encore de voiture, je n'ai pas encore de voiture, les routes qui sont impraticables, la stratégie de conservation qui tarde à être mise sur pied, la distribution, ce n'est pas du tout ça. La clientèle également, je ne la maîtrise pas, une clientèle un peu compliquée. Déjà, en passant, il faut savoir que lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat au Cameroun, il faut savoir que nous avons une clientèle très compliquée. Vous savez que il y a plusieurs familles qui mangent aujourd'hui, ne sont pas sûrs qu'ils vont manger demain. Donc du coup, il est difficile pour une famille de planifier par exemple sa nutrition sur un mois. C'est très compliqué. Donc du coup, la clientèle est très compliquée. Tu peux avoir un client qui te fait des recettes chaque samedi, mais tu peux également avoir des clients qui te font la recette ce samedi, il revient encore samedi du mois prochain. Donc c'est difficile, il faut prendre du temps de maîtriser ta clientèle avant de te lancer dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat en Afrique. Bon, comme je disais tantôt, la deuxième production est réussie. Je suis très content. Je ne suis pas là, mais tout se passe bien. Mon chef de production, mon équipe, on m'envoie les photos, on m'envoie les vidéos. Tout est au top. Bon, voilà, je programme dans mon voyage, puisque la production est déjà presque là. Je programme mon voyage pour la récolte. 5 jours avant mon voyage, mon chef de production m'appelle et me dit, voilà, boss, comme tu vois, on doit devoir anticiper la production car j'ai fait un tour dans le site. Je me suis rendu compte que les cultures commençaient déjà à pourrir et tout. Voilà, il va falloir qu'on anticipe la production. Puisque c'était quelqu'un de proche et je préfère taire le nom, je fais confiance à la personne. Et voilà, je programme donc, j'avais à programmer mon voyage, mais quand il me dit 5 jours avant, je ne peux rien faire, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc du coup, je donne mon OK. À mon arrivée, tout est récolté, tout est fait, tout est déjà fait. Après vente, après bilan, après inventaire et tout, je me rends compte que j'ai perdu 50% de ma production. Je dois considérer ça comme un détournement, comme une perte réelle. Je n'en sais rien. C'est là. Je ne peux que écouter ce que mon chef de production me dit. Ma 10e erreur, j'ai fait un mauvais casting du personnel et j'ai fait une erreur grave de prendre quelqu'un de proche pour mettre à mes côtés pour le début d'une activité que je ne maîtrise pas. Et ma 11e erreur, j'ai fait confiance aux gens sans méfiance, sans avoir un plan B ou alors une stratégie de surveillance. J'ai été trop laxiste dans le début de cette activité. Et je dirais même que je n'avais aucune fermeté. Et ça m'a coûté très cher. La 12e erreur, je n'avais aucune stratégie de contrôle et de surveillance des productions. Parce que normalement, dans ce genre de choses, puisque le détournement est très facile, tu dois avoir une stratégie de surveillance de tes productions et une stratégie de surveillance de tes employés. C'est très important. Mais je n'avais ni une stratégie de contrôle de contrôle et de surveillance de mes productions, ni une stratégie de contrôle et de surveillance de mes employés. Je n'avais pas mis ça sur pied pendant le démarrage de l'activité. Et ça m'a coûté énormément cher.
Bon, déjà, ce que je dois mentionner, c'est que lors de la première production, je planifie en fait une marge nette de 1 500 euros, hein. On va rester, pour qu'on essaie un peu d'avoir quelques chiffres, pour que vous ayez un peu de comprendre un peu la situation. Et après que je fais le bilan, je constate, au lieu de faire un gain de 1 500 euros, je me rends compte que je fais plutôt une perte de 1 500 euros. Ça, j'ai dit, où j'ai perdu 20% de mon capital. Ma deuxième récolte, je fais une marge. Bon, voilà, je prévois une marge toujours de 1 500 euros puisque j'emprunte l'argent je prends l'argent à la banque pour combler d'abord le capital pour pouvoir lancer la deuxième production. Mais quand je lance la deuxième production, je me prépare également à attendre une marge de 1 500 euros. Mais après, puisque j'ai perdu 50% de la production lors de la deuxième production, je perds donc 2 500 euros après bilan. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en l'espace de 8 mois d'activité, j'ai fait une perte de 4 000 euros. C'est-à-dire 2 500 euros deuxième production, 1 500 euros première production et 2 500 euros deuxième production. Ce qui fait une perte de 4 000 euros. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis au sol, je suis dépassé, je ne sais pas à qui parler, je suis totalement déçu. Je décide donc de vendre le fonds et récupérer ce qui est récupérable et changer d'activité. Nous sommes comme ça en 2015. Voilà, je me décide donc en 2015 de me lancer dans une autre activité. Je voulais d'abord arrêter avec l'agriculture et le reste. Je me suis dit, ok, étant donné que si je ne peux pas être vraiment là, ça ne sert à rien. J'ai donc pris la décision, j'ai donc pris l'engagement de le faire un peu plus tard quand moi-même si je parviens à être sur place. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je me lance donc dans l'importation des véhicules et des produits électroménagers deuxième main à partir de l'Allemagne. Ce qu'on appelle généralement la brocante. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Le capital que j'ai ne me suffit pas. Pour commencer dans la brocante, le capital que j'ai ne me suffit pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis solvable, j'ai un bon contrat de travail. Voilà. J'ai un contrat indéterminé. Alors, je suis solvable auprès des banques. Je m'en vais donc auprès de la banque. Je prends encore un autre crédit bancaire de 10 000 euros qui me permet de commencer donc ma nouvelle activité. Et dans cette nouvelle activité, j'ai commencé, je crois, avec un capital de 15 000 euros, je crois bien, y compris toutes mes petites économies et le reste du capital de l'activité précédente. Donc, je suis à 15 000 euros pour me lancer dans la brocante et l'importation des véhicules. Ce que je fais, c'est le local que j'avais prévu pour ma restauration, je réaménage ce local pour recevoir donc les produits de la brocante. Voilà, je conserve ce local. Et ce local était situé à Mabanda, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Douala, c'est un quartier de Bonabéry à Douala. Et voilà, ici en Allemagne, moi-même je prends un local que je loue où je stocke mes produits. Je pouvais dans plusieurs sites trouver les produits à des bons prix, les produits deuxièmement à des bons prix que je stocke dans mon magasin. Et puis lorsque le jour du chargement arrive, je charge donc ces produits dans mes différents véhicules que j'envoie donc au Cameroun euh, pour la revente. Voilà. Et toujours à côté de ce magasin, il y avait un endroit où j'avais également loué pour garer les véhicules prêts pour l'importation. Je commence donc pour un début, puisque je n'ai que 15 000 euros. Pour cette activité, 15 000 euros, c'est pas grand chose, mais je devais d'abord commencer quelque part. Voilà, je commence avec deux véhicules. Avec deux véhicules et j'ai un gérant du local au Cameroun, je prends aussi un mécanicien et un vendeur de véhicules. Donc en tout, quand je commence la nouvelle activité, j'ai trois employés. Donc, ça veut dire que dès que la voiture arrive, certainement, il y a des petites choses à refaire sur le véhicule. Par exemple, il y a la peinture qu'il faut retoucher. Il peut arriver que le pare-choc a un petit problème. Ou alors, pendant le voyage, peut-être les rétroviseurs ont été touchés. Il faut changer ça. Tout ça, là, je prends un mécanicien qui va s'en occuper. Donc. Et j'ai également un vendeur de véhicules parce que ce n'est pas facile du tout. Dans la ville de Douala, il y a beaucoup de concurrence. Et généralement, les véhicules sont pour la plupart vendus à l'hôtel Lundé, pour ceux qui connaissent un peu Douala. Voilà, je prends donc un vendeur de véhicules là, qui va s'occuper de mes véhicules dès que les véhicules vont arriver. Bon, pour ce qui concerne l'achat des véhicules et l'expédition des véhicules, comme l'achat des produits qui vont être chargés dans les véhicules, je m'en occupe personnellement en Allemagne. Ça, c'était sous ma responsabilité, n'est-ce pas? Je décide donc de ne pas déléguer cette tâche-là. Voilà.
Pour le début, l'activité est pas mal. Ça fonctionne. Je suis satisfait. Je fais des marges entre 15 et 20% après avoir retiré toutes mes charges, ce qui n'est pas mal. Voilà. En un an, je fais donc trois expéditions où je fais un chiffre d'affaires pas mal à l'échelle. Je suis content. Je fais un chiffre d'affaires, je crois, si j'ai bonne mémoire, de 18 000 euros. Et voilà, les 18 000 euros, je fais une marge de 3 000 euros à peu près la première année, ce qui n'est pas mal, puisque l'activité précédente, je n'alignais que des pertes. Je suis très content parce que je fais une activité où j'ai 18 000 euros de chiffre d'affaires et dans les 18 000 euros, j'ai 3 000 euros de marge. Ça veut dire l'activité fonctionne, je suis content. Bon, l'année d'après, je décide donc de reproduire la même stratégie, puisque pourquoi changer une équipe qui gagne? J'ai fait une activité qui marche et voilà, je décide de refaire la même chose en réinjectant un peu plus de capitaux, n'est-ce pas? Vous savez au lieu de t'envoyer seulement 2 véhicules, je m'engage maintenant à expédier plutôt 4 véhicules parce que tout ce que j'ai fait comme gain, j'ai introduit ça j'ai introduit ça dans mon capital. Je continue l'activité. Bon, voilà. Et une fois que j'envoie les 4 véhicules, je me rends compte très vite que le local que j'avais dans la ville de Douala à Bonabéry, je crois que c'était un local si j'ai bonne mémoire, c'était un truc de quoi de 20 mètres carrés. Oui, entre 20 et 24 mètres carrés. Bon, ce local devenait petit et puisque j'importe 4 véhicules, les 4 véhicules, si je charge les 4 véhicules, les articles qui sont à l'intérieur ne pourront pas tous suffire dans un local de 25 mètres carrés. Donc du coup, je me rends compte très vite que il me faut un autre local, n'est-ce pas? Voilà. Euh, je prends dans un deuxième local que j'ouvre. Le deuxième local que j'ouvre, c'est toujours dans la ville de Douala. Pour ceux qui connaissent bien Douala, après l'école publique de Dedo, en allant vers Bonamou Sadi, au niveau du pont à Sable, le deuxième local était situé quelque part là-bas. C'était aussi quelque chose comme 30 mètres carrés, bien situé, c'était en route et c'était bien. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que c'est une erreur en fait, parce que je me précipite très vite, puisque si j'ai fait une fois, ça a fonctionné. Je me suis immédiatement précipité, parce que le business n'est pas encore ça. C'est pas parce que ça a marché le premier tour que le business fonctionne. Je n'ai pas pris le temps de faire mûrir d'abord l'activité, mais je me suis précipité à rapidement grandir. Le business n'était pas encore stable. Et en plus de ça, je n'avais pas encore une bonne stratégie de contrôle. Je n'avais pas encore mis sur pied une bonne stratégie de contrôle, puisque dit que je crée un deuxième local, ça veut dire qu'il me faut encore d'autres employés. Ça veut dire que j'ai plusieurs employés. Ça veut dire que si je contrôlais 2 employés à Bonabéry, je dois contrôler maintenant 4 employés. Donc, ce qui rend la tâche un peu difficile. Or, je n'avais pas encore une bonne stratégie de contrôle de mon activité, n'est-ce pas? Et ma clientèle, c'est vrai, l'activité tournait déjà, mais je ne maîtrisais pas encore ma clientèle, puisque l'activité n'était pas encore stable, n'est-ce pas? Voilà. J'augmente donc, comme j'ai dit tantôt, j'augmente le personnel. La deuxième année, j'ai réussi à faire, je crois, 3 expéditions. Donc, j'envoie les 4 véhicules, 3 expéditions. C'était bien, ça faisait plaisir. Je crois que j'ai fait un chiffre d'affaires cette année-là de 36 000 euros. C'était intéressant. 36 000 euros, nous sommes dans presque 22 millions de francs CFA. C'était intéressant, j'étais très content. Bon, les charges étant trop élevées, puisque maintenant j'ai 2 locaux, je grandis un peu, donc les charges grandissent également. Et je fais l'année où je fais un chiffre d'affaires de 36 000 euros, je fais une marge de 10%. Ce n'est pas mal. Mieux faire une marge de 10% au lieu de perdre. Je dis, ok, bon, ça n'a pas peut-être marché comme les autres où j'avais les 15 et les 20%. Je peux continuer mon activité. Je suis très content. Je vois donc que l'évolution du business est en train de prendre, tout marche bien, ça va, je peux faire des marges de 10, de 15, de 20%, je suis très content, je continue. La troisième année donc, je décide, puisque je peux déjà faire 4 véhicules, puisque dans un conteneur, je peux déjà faire 4 véhicules, pourquoi pas ne pas prendre un conteneur, puisque dans un conteneur avec 4 voitures, si les voitures sont petites, tu peux facilement charger 5 voitures dans un conteneur, mais avec 4 voitures, c'est bon, tu peux déjà prendre un conteneur et dire, ok, pourquoi donc donner cet argent de transport et douane à quelqu'un d'autre qui va expédier ça par conteneur. Pourtant, j'ai déjà la capacité d'envoyer 4 voitures. Donc, pourquoi pas prendre un conteneur seul? J'ai décidé donc de prendre un conteneur. Ce fut donc une erreur fatale. Puisque en prenant le conteneur, j'avais oublié beaucoup d'éléments. Je n'ai pas tenu compte de beaucoup d'éléments. Je n'ai pas tenu compte du fait que
il y a les complications douanières, il y a la brigade mobile. C'est une brigade, moi jusqu'à présent, je ne comprenais jamais compris le sens de cette brigade mobile, puisque le conteneur est sorti du port. Le conteneur, lorsque tu veux déposer devant ton local, tu as une brigade mobile qui vient, parfois ils sont 10, ils sont 15, ils viennent pour je ne sais pas ce qu'ils viennent encore contrôler. Pourtant, tout est déjà fini au port. Bon, ils arrivent là, ils veulent leur part de gombo, comme ils aiment bien le dire. Voilà, je n'avais pas tenu compte de ce genre d'éléments. Je n'avais pas tenu compte du fait que les employés peuvent détourner certains articles, peuvent également détourner de l'argent. Voilà, je n'avais pas tenu compte de tout ça. Tout ce que je regardais les chiffres et me disais que bon voilà, si je peux envoyer déjà CPA expédier 4 véhicules, mieux prendre mon conteneur. Et une bonne stratégie de contrôle, il n'y avait pas encore une stratégie assez solide, puisque j'étais encore dans le démarrage. Mais je me suis tellement vite précipité, n'est-ce pas? Voilà, dans le premier conteneur, donc, je décide donc d'envoyer 4 véhicules avec 2 motos sport, que j'avais pris à de très bons prix ici, et les autres produits de Bocan. Donc, ce qui va me faire un investissement total de 30 000 euros. Bon, je me voyais déjà un peu comme un gros poisson, j'étais très content que voilà l'activité est en train de prendre. Mais j'avais oublié que il y avait encore beaucoup d'autres difficultés. Donc, je suis confronté donc, à plusieurs activités. Premièrement, la fiscalité, la douane, les véhicules qui mettent du temps sur le marché avant de sortir. C'est-à-dire que la fiscalité, il faut savoir que lorsque tu veux ouvrir une bocane, tu ne peux plus passer seulement dans l'impôt libératoire au Cameroun. Lorsque tu ouvres une bocane, si tu veux être en règle, tu dois aller par la patente. Et ce n'est pas petit montant, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut donc que je quitte, puisque j'étais d'abord dans l'impôt libératoire, je suis obligé maintenant de changer mon statut et je crée un établissement et tout, j'entre donc dans la patente, n'est-ce pas? Et toutes ces difficultés-là, je n'avais pas tenu compte de ça, puisque l'activité était déjà grandissante. Et j'avais oublié que lorsque si je peux faire 3 expéditions par an, et que je fais 4 voitures, ça fait quand même 12 véhicules que j'envoie au Cameroun en un an. Donc il va falloir, il faut que la clientèle que la clientèle soit déjà, que je trouve la clientèle pour les véhicules assez vite pour pouvoir rentrer dans mes frais et pouvoir réinvestir, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas évident. C'était donc l'une des difficultés. L'autre difficulté, c'était les mécaniciens et les vendeurs de véhicules qui ont les difficultés à dire la vérité. C'est incroyable. C'est-à-dire que la voiture est garée, la voiture envoie le véhicule, la voiture est garée dans un parking, la voiture est censée ne pas se déplacer, c'est un parking puisque c'est un véhicule qui doit être vendu. Tous les jours, on te signale les pannes, tous les jours, il faut laver le véhicule, tous les jours, il faut le carburant. Tu te demandes si le véhicule fait la ligne. Il y a constamment les problèmes sur le véhicule, ce ne sont que les dépenses. Ce sont des dépenses supplémentaires dont tu n'avais pas planifié. Bon, voilà, mais j'ai décidé de forcer. Les véhicules sont sur le marché, je continue mon activité. Et en plus de l'autre difficulté que j'ai dans cette situation, c'est que j'ai aussi un costaud crédit bancaire que je dois rembourser. Bon, étant donné que je fais déjà venir un conteneur, j'ai plusieurs véhicules qui sont sur le marché, même mes propres employés qui constatent que leur patron est en train de monter en puissance, leur patron est en train de grandir dans son activité, alors au lieu de s'allier à moi, ils se mettent plutôt sur mon chemin et vraiment me mettent les bâtons dans les roues, pardon. Avec des mensonges, des détournements, les clients qui sont maltraités, les produits qui mettent le temps avant de sortir, ils élèvent les prix des produits parce qu'ils veulent avoir à tout prix leur marge. Tu as quelqu'un que tu mets qui va contrôler les employés, lui-même il est corrompu, c'est très compliqué. Bref, tu as une équipe empoisonnée. Et ton absence vient encore s'y ajouter. Donc ça rend encore la situation extrêmement difficile. Puisque lorsque un conteneur arrivait, je ne peux que prendre 3 semaines de congé. Puisque en entreprise, j'ai en tout 30 jours. 30 jours, et quand j'essaie de calculer ça avec les week-ends et tout, je me trouve à 6 semaines. Ça veut dire que si je dois faire 3 voyages en un an, je dois faire soit 3 fois 2 semaines, ou bien je fais 2 fois 3 semaines. Et la 3e fois, je suis obligé de faire confiance à mes employés, ce qui rend la chose extrêmement difficile. Et ce qui est encore dangereux, c'est que le conteneur arrive pendant les 3 semaines où j'y suis. Pendant les 3 semaines, je peux tout faire pour vendre la moitié ou bien les 2 tiers de la contenance, la capacité du conteneur. Et l'autre partie, 1 tiers, je suis obligé de faire confiance à mes employés, ce qui rend l'activité très difficile, n'est-ce pas? Donc, je mène dans l'activité pendant 2 ans où je fais 2 conteneurs par an. Et je fais en 2 ans
une perte d'à peu près 15 000 euros après le bilan. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, sinon la vidéo sera trop longue, n'est-ce pas? Voilà que je fais une perte de 15 000 euros en 2 ans. Donc mon capital est considérablement touché. Je suis obligé de réduire mon investissement. Donc puisque j'ai réduit mon investissement, je ne peux plus importer 4 véhicules avec mon conteneur. Je suis obligé donc de faire le groupage. C'est-à-dire que je peux mettre 2 véhicules qui m'appartiennent dans le conteneur et je fais le groupage. Je prends les produits, je prends les articles des autres personnes, je prends les voitures des autres clients qui me payent le transport et la douane et j'envoie le conteneur à l'arrivée, je leur remets leurs articles. Donc c'était pour moi une stratégie pour essayer d'amortir, pour rester dans l'activité, puisque mon capital était à toucher, j'ai quand même perdu 15 000 euros, c'est beaucoup. C'était donc, lorsque je commence le groupage, c'était dans le début de ma descente en enfer. Vous allez m'excuser du terme descente en enfer parce que pour moi, perdre autant d'argent, moi j'ai considéré ça comme une descente en enfer. Je ne suis pas en train de dire que le Cameroun c'est l'enfer. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Je suis en train de dire que le fait d'avoir pris cette décision fut pour moi une erreur fatale. N'est-ce pas? Parce que le véritable problème avec le groupage, c'est quoi? C'est que tu as le détournement, tu as le vol, tu as la détérioration des articles des clients. C'est-à-dire que tu prends un article à un client, à l'arrivée, c'est soit on détourne, soit on vole, soit c'est détérioré. Je ne sais pas si c'est les chargeurs qui détournent, si c'est les déchargeurs, si c'est les employés du port, ou si c'est mes propres employés, je ne sais pas. N'est-ce pas? Voilà. Certains de mes employés, ils encaissent même de l'argent. Ils ne me diront jamais, tu n'es pas là, tu vas faire comment pour contrôler? Puisque comme je dis, je n'avais pas une stratégie vraiment assez adéquate ou alors une stratégie de contrôle proprement dit. Donc du coup, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? J'avais par exemple certains clients, certains employés qui proposaient des articles à des prix très élevés pour avoir leur propre marge. Et la conséquence directe, c'était les articles qui directement sur le marché. Tu as également certains clients qui te donnent un article, puisque tu ne regardes pas nécessairement ce qui est dans le carton, ce qui est dans les articles. Alors, certains mentent sur le contenu de leur colis, ce qui rend la tâche extrêmement difficile. Et une autre chose encore, c'est cette histoire avec les déclarants, puisque pour détourner un conteneur, tu as besoin par exemple du soutien de l'accompagnement des déclarants. Pas toujours, mais dans la plupart des cas, tu as besoin de l'accompagnement des déclarants. Et le déclarant, c'est un peu comme ton avocat lorsque tu es au tribunal, tu as besoin d'un avocat. Le déclarant te donne un devis pour le dédouanement de ton conteneur. Il te donne un devis. Une fois que le conteneur est sur place, le devis monte. Et maintenant, supposons que tu fais le groupage et que tu as pris les articles de certains clients, tu leur as demandé le prix du transport, tu leur as demandé le transport, tu leur as demandé le montant de la douane, en fonction du devis que le déclarant t'a donné. Mais une fois que le conteneur est sur place, le devis monte. Le montant monte. Tu ne peux donc pas appeler le client pour lui dire d'augmenter le montant de la douane, ce qui est extrêmement difficile. À la douane, c'est tellement opaque, il n'y a aucune transparence. Il y a tellement de couloirs. Tu as 2 conteneurs identiques avec tout identique, intérieur comme extérieur. Tout est identique. Mais le montant de la douane n'est pas identique. Il y a plusieurs couloirs. Il y a une mafia qui ne dit pas son nom. Mais voilà, c'est ma propre expérience. Hein. Et moi, je pense également que ce que j'ai vécu là, la corruption est également très avancée dans les couloirs du port, n'est-ce pas? Voilà, et dans ce genre d'activité, il est impossible de se projeter dans le futur, que ce soit à court ou à moyen terme. Bon, voilà, après donc 2 ans de groupage, j'essaie de me battre comme je peux, mais quand j'ai fait donc un bilan global, je me rends compte que je perds près de la moitié de mon capital et que il n'y a pas de retour à l'investissement, il y a trop d'imprévus, tout ce que j'ai cité tout à l'heure avec les problèmes douaniers, les problèmes de vol, de détournement, les détériorations, puisque lorsqu'un client se plaint, tu dois lui rendre sa marchandise. Il y a beaucoup de dépenses non planifiées. Alors, après 2 ans, je me rends compte que je perds près de la moitié de mon capital. Je dois rembourser les clients qui n'ont pas pu récupérer les articles. Je dois, voilà, tu as les employés qui se servent comme ils veulent. J'ai changé mon équipe en 4 ans 3 fois. Tu as la famille, les proches qui pensent que tu es milliardaire, parce qu'au Cameroun, lorsque tu déposes un conteneur, beaucoup pensent que tu es milliardaire. Or, quand tu déposes le conteneur, si dans un conteneur tu as fait un bon travail, tu peux te retrouver en train de faire une marge peut-être de 10 000 euros.
si tu as bien travaillé, ou bien de 5 000 euros. Donc, déposer un conteneur ne veut pas dire qu'on est milliardaire, mais ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, font au Cameroun. Donc, c'est pour dire, tout mon entourage s'est dit, bon voilà, je suis milliardaire. Bon, une fois, après dans les 2 ans, comme je disais tantôt, il ne me reste que 10 000 euros comme capital. Je n'ai donc plus de capacité financière pour continuer l'activité. Alors je me décide donc en 2018 de chercher les co-investisseurs qui vont m'accompagner, me soutenir un peu pour que l'activité ne meure pas. Je leur promets une marge de 15%, ce qui était déjà un défi pour moi. Je trouve donc 2 co-investisseurs en Allemagne avec qui je travaille et ils augmentent mon capital donc à 25 000 euros. Je les salue ici en passant, ils vont se reconnaître dans la vidéo. Et voilà, cela me donne un nouveau souffle et je continue dans l'activité en essayant d'améliorer mes services, en mettant l'accent sur le contrôle. Je change mon équipe pour une 4e fois. Oui. Et puisque j'avais 2 locaux, un à Bonabéry et un à Sable, vers Bonamoussadi, j'ai décidé de fermer le local de Bonabéry. Je me focalise uniquement sur le local de Sable. Pourquoi je le fais? Parce que je voulais réduire les dépenses au maximum, les charges au maximum. Et aussi, puisque je fais déjà dans le repas, plus de la moitié du conteneur, c'était pour les clients, pour les marchandises des clients. Malgré le changement de stratégie, je ne parviens pas à faire 20% de marge. Je suis autour de 15-17% de marge après ce changement de stratégie avec les co-investisseurs. La première année, donc, je satisfais les investisseurs. Je leur paye leur marge. Donc, l'activité redémarre l'activité continue jusqu'en janvier 2020 où tout va rechuter avec la crise sanitaire et tout le reste. Bon, normalement le conteneur mettait 1 mois dans l'eau avant d'arriver au Cameroun. Bon, avec la crise sanitaire et tout, j'ai eu tellement de difficultés que au lieu d'1 mois, le conteneur faisait 6 mois. Et quand ça fait 6 mois, tu as les produits qui sont détériorés, tu as les clients qui se plaignent par-ci, par-là. Bref, il y a beaucoup d'éléments que toi-même tu ne peux pas influencer puisque le conteneur dans l'eau met déjà 6 mois. Ça rend le business assez complexe. Voilà. Une fois que le conteneur est dehors, les produits ne sortent pas, tu es obligé de casser les prix pour pouvoir faire des marges. Voilà que, une fois de plus, malgré l'apport des co-investisseurs, je me vois encore en train de perdre près de la moitié de mon capital. Voilà que je suis donc obligé en fin 2020 de fermer l'activité. Je ferme l'activité, c'est bien beau de fermer, mais j'ai des co-investisseurs que je dois payer, que je dois rembourser. Je suis donc dans les dettes, que ce soit avec les institutions bancaires, que ce soit avec les co-investisseurs. Je me vois avec une dette de près de 40 000 euros. Avec mes co-investisseurs, j'ai une dette de 20 000 euros. Donc, je décide donc de vendre mon fonds. Je liquide tous les produits, toutes les voitures qui me restaient, je les liquide. Et voilà, et je parviens quand même à récupérer 15 000 euros de tous ces investissements, ce qui me permet de commencer à rembourser déjà une partie de mes dettes. Voilà. Donc, après cette activité, au final, en tout, si je fais la somme de toutes mes dettes, je me retrouve avec une dette de près de 45 000 euros que je dois rembourser. L'activité est fermée, mais j'ai une dette de 45 000 euros. Voilà. Je dirais également que j'ai quand même été un peu stratège parce que à ce moment-là, en 2014, avant de me lancer, j'ai essayé quand même de gratter le domaine immobilier. J'ai commencé à investir dans l'immobilier. En 2014, j'avais déjà commencé en parallèle à investir dans l'immobilier, ce qui m'a permis d'avoir ça un peu comme roue de secours. De telle façon que s'il arrive que j'ai une difficulté, je peux vendre un bien et puis je comble ce vide, n'est-ce pas? Et je profite également pour saluer mon épouse parce qu'elle m'a beaucoup soutenu pendant ces moments. J'ai presque déprimé après cette situation et puis nous avons dû batailler dur pour conserver d'abord nos jobs, sinon aujourd'hui nous serions complètement en faillite. Donc pour moi, l'investissement immobilier dans l'immobilier, l'investissement immobilier reste dans mon investissement le plus stable. C'est le seul investissement où j'ai remarqué, je vis une certaine stabilité dans cet investissement. C'est un investissement où je contrôle toute la chaîne du début jusqu'à la fin. Tous les compartiments de la chaîne, je contrôle et je suis moi-même au four au moulin et ça fonctionne à merveille. Donc, chaque jour qui passe, mon patrimoine augmente et c'est en fait ça la force de l'immobilier. Ce n'était pas un hasard que ceux qui nous ont précédés avaient tous investi dans l'immobilier. Donc, mais dans les prochaines vidéos, je vais entrer en profondeur. Comment est-ce que ton patrimoine peut augmenter? Comment ton patrimoine augmente jour pour jour lorsque tu investis dans l'immobilier? C'est très important. Bref, je suis donc resté dans l'immobilier. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé de ma vie.
Le plus important, comme j'ai dit au début, ce n'est pas de décourager quiconque qui veut se lancer dans l'investissement en Afrique, mais c'est juste d'ouvrir les yeux et d'être réaliste quand vous voulez vous lancer dans l'investissement en Afrique. Parce que pour moi, voir quelqu'un qui paie beaucoup d'argent, c'est pour moi comme un coup de marteau que je reçois. Donc du coup, je suis très choqué quand je vois quelqu'un qui investit et perd. Puisque je bagarre tous les jours pour édifier dans le domaine de l'intelligence financière et de l'investissement en général et de l'investissement immobilier en particulier. Donc, ça ne me ferait pas plaisir de voir quelqu'un perdre. Qu'est-ce qu'on retient donc de mon histoire, de cette vidéo? Alors, ce que tu dois savoir, ce que tu dois retenir, c'est que ne laisse jamais, je dis bien jamais, une branche sans avoir attrapé une autre. Il faut te comporter un peu comme un singe. Prends la peine d'observer les singes dans la forêt. Tu vas voir que ils font généralement le mountain branching. C'est un peu comme, je vais dire, il est sur une branche, il attrape la branche. Pendant qu'il attrape une autre branche, une main est sur l'autre branche. Avant de lâcher la branche complètement, il a attrapé une autre. C'est comme ça que tu dois faire. C'est une règle d'or en intelligence financière. Ne laisse jamais une branche sans avoir attrapé une autre. Si je n'avais pas investi dans l'immobilier en parallèle, je serais aujourd'hui au sol. Donc, je vais encore me répéter, si tu ne maîtrises pas un business, ne te lance jamais. Si tu as pris le temps de bien écouter ma vidéo, tu as bien lu, tu as bien suivi toutes mes erreurs. Alors ne te lance pas dans un domaine, dans un business que tu ne maîtrises pas. Et si tu n'as pas les nerfs solides, alors mon cher ami, ne t'investis pas dans l'investissement au Cameroun. C'est une règle fondamentale. Si tu n'as pas de nerfs solides, ne t'investis pas au Cameroun. Et voilà, si tu ne peux pas contrôler ton activité du début jusqu'à la fin, si tu ne peux pas contrôler tous les compartiments de la chaîne de ton activité, alors ne te lance pas. C'est mieux, n'est-ce pas? Je préfère encore que tu prends cet argent, tu te fais plaisir avec, tu fais tes vacances, tu prends ta famille, tu prends ton épouse, vous faites plaisir. Parce que cet argent ne reviendra pas. Donc, fais tout. Si tu ne peux pas être sur place, il faut avoir une stratégie de contrôle solide. Et voilà, ce que donc on m'a mentionné. Si tu veux investir en Afrique, au Cameroun en particulier, tu ne dois pas avoir pitié. Pas de laxisme, beaucoup de rigueur. Ce n'est que comme ça que tu pourras au moins avoir une chance d'avoir ton retour à l'investissement. Et crois-moi, toi qui me suis aujourd'hui, ta présence, lorsque tu veux réussir en Afrique, ta présence est utile. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique, tu dois t'entourer, c'est très important, tu dois t'entourer des hautes personnalités. Que ce soit dans la police, que ce soit dans la douane, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la justice, que ce soit dans les impôts, les banques et tout le reste. Bref, cherche à avoir des contacts. Parce que lorsque ça tourne mal, tu sais où aller. Ne néglige aucun détail dans ton business plan. Lorsque tu veux t'investir au Cameroun, ton business plan est très très utile. Donc, détaille tout. Ne néglige aucun détail parce que tu seras surpris. Et encore un point, ce qu'on peut retenir à travers mon histoire, tu dois mettre tous tes employés sous surveillance. C'est-à-dire que ne t'amuse pas, tu dois avoir un contrôleur qui contrôle les contrôleurs. C'est-à-dire que c'est hyper important. Tous tes employés doivent être sous surveillance. Alors, tu ne le fais pas, prépare-toi. Prépare-toi car tu vas courir derrière tes employés. Donc, mets une stratégie sur pied qui va contrôler, suivre tous tes employés. Là, tu as au moins une chance de temps. Voilà. Sois également en règle avec la fiscalité pour que personne ne te tienne. Parce que, voilà, généralement, tu as des avantages ou alors tu fais le derrière comme on aime bien le faire. Tu fais le derrière, mais lorsque tu as une difficulté, on te rappelle que, voilà, tu ne payais même pas telle chose. Et là, tu es face aux réalités. Donc, fais l'effort d'être en règle avec la fiscalité pour que personne ne te tienne. Évite de faire le derrière. Non? Et avant de te lancer dans quoi que ce soit au Cameroun, c'est-à-dire que si tu veux investir au Cameroun, il faut avoir une réserve financière solide. Tu dois avoir une sécurité financière, une protection financière solide. Avoir des réserves parce que si le business ne marche pas, tu as au moins un plan B. C'est très important. Et encore un autre point, vraiment, si tu veux te lancer dans l'investissement au Cameroun, il faut faire une étude solide du marché. Il faut te renseigner sur ta cible. Tu dois connaître ta future clientèle. Tu dois faire un espionnage économique pour savoir exactement ce que ta clientèle veut. Sinon, tu vas te lancer dans une activité et à la fin, tu n'auras pas de clients.
Et il faut aussi savoir que les routes au Cameroun ne sont pas en bon état. Donc, si tu ne tiens pas compte de ça dans ton business plan, tu vas te retrouver en train de lancer une activité. Après, lorsqu'il va falloir tenir compte du transport, tu vas te rendre compte que toutes tes marges, tu dépenses ça pour toutes tes marges, tu dépenses ça pour le transport. Donc, tiens compte des coûts de transport dans ton business plan. Si possible même, si tu veux lancer une activité un peu comme l'agriculture que je voulais, que j'ai lancé, cherche-toi un véhicule. Cherche-toi un véhicule deuxième main ici en Europe. Tu fais ça, tu commences ton activité avec ce véhicule. Tu vas me dire c'est cher, mais tiens compte de ça. Parce qu'à la fin, payer par exemple ta production de là où tu produis, là où tu récoltes jusqu'à là où tu vas distribuer, ça va te coûter énormément cher. Non? Et je veux également mentionner quelque chose, ce qu'on peut retenir de mon histoire. Il est mieux pour toi, je te conseille d'investir où tu passes plus de temps. Parce que là, le contrôle de ton activité est un peu plus efficace. Tu peux intervenir à tout moment. S'il y a un blocage à un niveau, tu peux arriver à tout moment et tu débloques la situation. Donc, investis où tu passes plus de temps. Hein. Investis où tu vis. Hein. Là où tu vis, tu investis. Si maintenant, en investissant là où tu vis, tu fais beaucoup de marge, tu fais beaucoup de bénéfices, tu fais des intérêts, tu gagnes de l'argent à partir de tes investissements. Là maintenant, tu peux décider d'investir au Cameroun si tu y tiens absolument à investir au Cameroun. N'est-ce pas? Et je dirais également qu'investir l'argent épargné, je vais dire quoi? L'argent que tu épargnes, il est bien. Je vais dire quoi? Il est bien d'investir l'argent que tu as épargné. Parce que pour un début, surtout une activité que tu ne maîtrises pas, si tu dois prendre un crédit pour te lancer dans cet investissement avec les taux d'intérêt trop élevés, rien que les frais de crédit et les autres charges vont avaler toute ta marge. Donc, vraiment, prendre un crédit pour te lancer dans une activité que tu ne maîtrises pas encore. Puisque si tu prends ce genre de crédit, tu auras les taux d'intérêt seront exactement au niveau des crédits de consommation. Donc, il peut arriver que tu prennes un crédit et puis tu te rends compte que ta marge est seulement pour rembourser tes dettes. Donc, tu seras là en train de tourner en rond. Donc, c'est pour ça qu'il dit vraiment, prends la peine de collecter les fonds. Lorsque tu as déjà collecté assez de fonds, maintenant, tu peux te lancer dans l'investissement. Et je finirai donc mon propos en disant ceci. Si tu veux investir dans l'immobilier avec l'aide de la banque, alors voilà, tu peux me contacter. Voilà, vais te donner quelques pistes, je peux te former, je peux t'accompagner. Et je travaille avec beaucoup d'experts financiers qui pourront également t'orienter en ce qui concerne les crédits bancaires pour investir dans l'immobilier. Puisque avec les crédits bancaires, lorsque tu prends un bien immobilier à crédit, tu as l'effet levier qui te permet d'augmenter ton rendement, ta rentabilité. Et voilà, tu as le locataire qui t'aide à rembourser ton crédit. Tu as le fisc qui vient également avec les avantages fiscaux et ton patrimoine augmente jour pour jour. Donc, voilà. Le dernier conseil que je vais te donner pour clôturer la vidéo, ne mets jamais toutes tes œufs dans un même panier. C'est très important. Je le dirai toujours. Ne mets jamais toutes tes œufs dans un même panier. Il faut diversifier tes investissements. Je prône, ou alors je conseille tous ceux qui m'écoutent d'investir dans l'immobilier, mais ce n'est pas le seul investissement. Il y a beaucoup d'autres investissements. Diversifie tes investissements et je crois que tu le seras. En ce qui concerne l'investissement en Afrique, je crois que j'ai été assez clair. Je vous ai fait part de mon échec, de mes erreurs. Voilà, que ces erreurs t'inspirent. Si tu veux te lancer, au moins tu es informé, quelqu'un t'a parlé de ça. Et voilà, je ne dis pas que tout le monde va échouer. Tous ceux qui se lancent en Afrique vont échouer. Il y a des personnes qui réussissent. Mais vraiment, pour réussir, il faut avoir les nerfs solides. Donc du coup, tiens compte donc de mes erreurs. Et voilà, si tu veux te lancer, voilà, tu as donc quelques éléments. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était longue, mais il fallait que je vous raconte mon histoire. Puisque si aujourd'hui je parle devant vous d'immobilier, d'investissement et tout, c'est pas comme si je suis entré dans l'investissement hier. J'ai fait beaucoup de pertes. Et comme je disais tantôt, le chemin vers la liberté financière est un chemin assez long où tu vas faire beaucoup d'erreurs, où tu vas tomber plusieurs fois. L'essentiel, ce n'est pas de tomber, mais c'est d'apprendre de tes erreurs. Voilà, je suis très content. Merci déjà d'avoir pris ton temps pour écouter cette vidéo. Je me réjouis
de te voir dans la prochaine vidéo. N'oublie pas d'abonner ma chaîne et de m'envoyer un like. Surtout, tu m'envoies un commentaire. Et voilà, à très bientôt. C'était Fabrice de Imogénie.